Je n'aurais jamais cru que la mort de mon Gabriel puisse apporter quelque chose de pire que la douleur insoutenable que je portais déjà en mon sein depuis 3 semaines. J'étais assise dans la cuisine de ma maison, à Villeurbanne, observant la pluie glisser le long des fenêtres embuées, lorsque j'entendis la sonnette retentir avec insistance. Il était 2 heures de l'après-midi d'un mardi de mars gris, et je n'avais qu'à peine la force de me lever de la table, où je buvais mon café froid. Le son résonnait dans la maison vide, où chaque pièce gardait encore la présence de mon fils de 42 ans. Gabriel était mort dans un accident sur l'A6, en rentrant du travail par une nuit pluvieuse, comme celle-ci. Je sentais encore son odeur imprégnée dans les rideaux. J'entendais encore son rire résonner dans les couloirs. La sonnette retentit de nouveau, plus urgente cette fois, me forçant à traîner les pieds jusqu'à la porte principale. Quand j'ouvris, je trouvai Isabelle sur le seuil, accompagnée d'un homme en costume que je ne reconnaissais pas. Isabelle ne me salua pas. Ses yeux verts, qui un jour avaient témoigné de l'affection quand elle et Gabriel s'étaient rencontrés 10 ans auparavant, me fixaient à présent avec une froideur qui me fit reculer instinctivement. Elle était élégante comme toujours, avec son manteau en laine noire Chanel et son sac en cuir italien. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une détermination qui ne correspondait pas au deuil que nous devions partager. « Marguerite !» dit-elle, utilisant mon nom complet pour la première fois depuis des années. « Voici Monsieur Bertrand, mon avocat. Nous devons parler de questions urgentes liées à l'héritage de Gabriel. » L'homme à ses côtés, d'une 50aine d'années, portait une mallette en cuir marron et m'observait avec l'expression calculatrice typique des professionnels du droit. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Héritage ?» demandai-je confuse. « Isabelle, nous sommes encore en deuil. Ce n'est pas le moment de… » Elle m'interrompit d'un geste impatient de la main. « Nous n'avons pas le temps pour les sentiments, Marguerite. J'ai 2 jeunes enfants à élever seuls, maintenant. » Isabelle entra chez moi sans y être invitée, suivie par l'avocat. Je me sentis comme une intruse dans ma propre maison. Elle se dirigea directement vers le salon, où Gabriel avait l'habitude de regarder les matchs de l'Olympique lyonnais le dimanche. « Asseyez-vous » dit-elle, comme si elle était la maîtresse des lieux. « Monsieur Bertrand, pouvez-vous montrer les documents ?» L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit une série de papiers organisés dans des pochettes transparentes. Mon cœur commença à battre plus fort. « Madame Moreau, » dit-il d'une voix formelle, « je suis au regret de vous informer que cette propriété appartenait légalement à Gabriel Moreau, votre fils décédé. Il a repris l'hypothèque et toutes les responsabilités financières de la maison il y a 5 ans, lorsqu'il a rencontré des difficultés économiques. » Les mots semblaient la venir de très loin, comme si je les entendais à travers un tunnel. « Ce n'est pas possible, » murmurai-je. Isabelle se pencha en avant, ses yeux brillants d'une satisfaction qui me donnait la nausée. « Si, c'est possible, Marguerite. Gabriel ne vous l'a jamais dit, mais il a payé vos dettes, a repris l'hypothèque et est devenu le propriétaire légal de cette maison. J'ai toutes les preuves de paiement, les contrats et les documents notariés. » L'avocat étala les papiers sur la table basse que Gabriel m'avait aidé à choisir chez Conforama il y a 3 ans. Je pouvais voir des relevés bancaires, des contrats signés et des tampons officiels. Tout semblait réel, officiel, incontestable. « En tant qu'unique héritière de Gabriel, cette propriété m'appartient désormais, » continua Isabelle, se levant et marchant dans la pièce comme si elle effectuait une inspection. « Je vais la mettre en vente immédiatement. J'ai besoin de cet argent pour assurer l'avenir de mes enfants. » J'eus l'impression que le sol s'écroulait sous mes pieds. Cette maison était ma vie, mon refuge, ma maison depuis 40 ans. J'avais élevé Gabriel entre ses murs, pris soin de mon mari Philippe ici jusqu'à sa mort. « Vous avez 2 semaines pour organiser votre déménagement, » déclara Isabelle, ajustant la sangle de son sac sur son épaule. « Je sais que c'est difficile,
Mais je dois agir rapidement. J'ai déjà parlé à une agence immobilière et ils pensent que je peux obtenir au moins 280 000 € pour la propriété. C'est une somme considérable qui fera une différence dans la vie de mes enfants. Je m'accrochai au bras du fauteuil où Philippe lisait ses journaux. « Isabelle, s'il vous plaît, pouvons-nous en parler calmement? Peut-être pouvons-nous trouver une solution. » Elle secoua la tête, impatiente. « Il n'y a rien à discuter, Marguerite. La loi est claire. Monsieur Bertrand, laissez-lui une copie des documents. » L'avocat déposa une pochette sur la table. « Madame Moreau, je suis profondément désolée, mais les documents sont sans équivoque. Je vous conseille de chercher une aide juridique si vous souhaitez contester, bien que je doive vous avertir que ce sera difficile. » Ils marchèrent vers la porte, me laissant seule avec un silence assourdissant et un tas de papiers qui semblaient sceller mon destin. Quand j'entendis le portail se refermer, je sentis mes jambes flancher. Je tombai dans le fauteuil de Philippe et me mis à pleurer comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Gabriel. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais de rage, de confusion et de désespoir. Comment Gabriel avait-il pu me faire ça? Il était mon fils, mon compagnon, mon meilleur ami. Il connaissait chaque recoin de cette maison, chaque souvenir qu'elle gardait. Je regardais autour du salon, voyant les photographies de famille sur les étagères, les bibelots que j'avais collectionnés au fil des ans, la cheminée où nous avions l'habitude de nous réchauffer en hiver. Gabriel était-il vraiment devenu le propriétaire sans me le dire? Il traversait des difficultés financières depuis quelques années, c'était vrai. Sa petite entreprise de réparation d'appareils électroménagers n'allait pas bien, et il avait mentionné quelques dettes. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela en arriverait là. Je pris les documents de mes mains tremblantes, essayant de comprendre les petits caractères et les termes juridiques qui semblaient écrits dans une langue étrangère. Ma maison leur appartenait-elle maintenant? Je passais toute la nuit éveillée, feuilletant les documents qu'Isabelle avait laissés. Chaque page semblait confirmer sa version des faits. Gabriel avait repris l'hypothèque de la maison, avait payé les dettes en suspens et était devenu le propriétaire légal 5 ans auparavant. J'essayais de me souvenir de cette période. Gabriel traversait effectivement des difficultés financières et j'avais reçu quelques lettres de relance de la banque. Il s'était proposé de m'aider avec les questions administratives, comme il l'avait dit à l'époque. Naïve, j'avais signé des papiers sans les questionner, faisant entièrement confiance à mon fils. Je n'aurais jamais imaginé que cela signifierait transférer la propriété à son nom. À 5 heures du matin, je renonçais à essayer de dormir et allais à la cuisine préparer un café. Par la fenêtre, je voyais le jardin que Philippe avait planté avec tant de soin, les rosiers que j'arrosais tous les jours, le petit banc où Gabriel jouait quand il était enfant. Tout cela pouvait-il vraiment appartenir à Isabelle maintenant? Le lendemain matin, j'appelai ma voisine Colette, qui avait été avocate avant sa retraite. Elle arriva chez moi encore en robe de chambre, le visage inquiet. « Marguerite, ma chère, raconte-moi tout depuis le début, » dit-elle, se servant du café dans ma cuisine. Je lui narrai la visite d'Isabelle, lui montrai les documents et lui fis part de mes craintes. Colette analysa les papiers avec attention, ajustant ses lunettes de lecture. « Ces documents semblent authentiques, » murmura-t-elle. « Mais il y a quelque chose qui me dérange. Je vais vous accompagner au service de la publicité foncière, aujourd'hui même. Nous devons vérifier l'historique complet de la propriété. » Je ressentis un soulagement momentané. Enfin, quelqu'un était prêt à m'aider. Colette avait toujours été une femme déterminée, même à 72 ans. « N'acceptez rien avant que nous ayons tout examiné, » dit-elle, prenant son sac. « Isabelle peut être honnête, mais elle peut aussi cacher quelque chose. Nous allons le découvrir. » Le service de la publicité foncière de Villeurbanne était un ancien bâtiment sur l'avenue Antoine de Saint-Exupéry, avec des couloirs qui résonnèrent à nos pas. Colette se dirigea directement vers le comptoir principal, où un employé d'âge moyen nous reçut.
Nous avons besoin de l'historique complet de cette propriété, dit-elle, lui donnant l'adresse de ma maison. L'homme tapa quelques informations sur l'ordinateur, fronçant les sourcils. « Il y a quelque chose d'étrange ici, » murmura-t-il. « Pouvez-vous attendre quelques minutes ? Je vais vérifier les archives physiques également. » Nous nous assîmes sur des chaises inconfortables dans la salle d'attente, tandis que mon cœur battait à tout rompre. Colette me tint la main. « Calme-toi, Marguerite. Nous allons découvrir la vérité. » Après 20 minutes, l'employé revint avec un dossier volumineux. « Je suis désolé pour le retard, mais ce cas est plus complexe que nous ne l'imaginions. Il y a d'anciens registres qui doivent être vérifiés. » Il nous fit asseoir à une table réservée. « Madame Moreau, » commença l'employé, « votre fils Gabriel a effectivement repris l'hypothèque de la maison et est devenu le propriétaire légal il y a 5 ans. Cela est correct. » Je sentis mon estomac se serrer. « Cependant, » continua-t-il, « il y a une annotation très intéressante dans les anciens registres. Cette propriété a un historique particulier. » Colette se pencha en avant. « Quel genre d'historique ?» L'employé ouvrit une pochette jaunie. « Eh bien, cette maison a été construite en 1953 et le premier propriétaire était un monsieur nommé Henri Dubois. Était-il le grand-père de quelqu'un ? » Mon cœur s'arrêta un instant. « Henri Dubois était mon père, » répondis-je d'une voix tremblante. « Il est mort en 1966. » L'employé acquiesça. « Exactement. Quand il est mort, la propriété vous a été transférée, Marguerite Moreau, alors Marguerite Dubois. Mais il y a autre chose. » Il tourna quelques pages. « Apparemment, votre père a laissé un testament qui n'a jamais été correctement enregistré. Nous avons trouvé une copie archivée ici. » Colette et moi nous regardâmes, confuses. L'employé continua d'expliquer. « Votre père, Henri Dubois, avait fait un testament en 1978, 1 an avant de mourir. Dans ce testament, il stipulait clairement que cette propriété devait rester dans la famille, pour toujours, spécifiant qu'elle ne pourrait jamais être vendue ou transférée à des personnes extérieures à la lignée Dubois. Il a également établi que, si vous décédiez avant d'avoir des descendants directs, la propriété devrait être donnée à la mairie de Villeurbanne pour usage communautaire. » J'étais stupéfaite. « Cela signifie que Gabriel n'aurait pas pu reprendre la propriété légalement ? » demandai-je. « Pas exactement, » répondit l'employé. « Il aurait pu assumer les dettes et les responsabilités financières, mais la propriété fondamentale ne pouvait être transférée en raison des clauses du testament de votre père. Cela signifie que vous restez la propriétaire légale, indépendamment de qui paie les factures. » Colette sourit pour la première fois de la journée. Isabelle ne savait pas cela, évidemment. Nous sortîmes du service de la publicité foncière, avec une copie officielle du testament de mon père et toute la documentation justificative. Colette était euphorique. « Marguerite, vous avez des droits que vous n'imaginiez même pas. Isabelle peut bien être l'héritière des dettes que Gabriel a assumées, mais elle ne peut pas revendiquer la propriété de la maison. » Je digérais encore toutes ces informations. Mais les documents qu'elle a montrés, ils semblaient si officiels. Colette secoua la tête. Ils étaient officiels, mais incomplets. Gabriel a bien repris l'hypothèque, mais cela n'annule pas le testament de votre père. En fait, il ne savait probablement même pas l'existence de ce testament. Nous marchâmes dans les rues de Villeurbanne en direction de ma maison. Et pour la première fois depuis des semaines, je sentis une pointe d'espoir. Peut-être que je ne perdrais pas ma maison après tout. Mais je savais que la bataille ne faisait que commencer. Isabelle n'abandonnerait pas facilement, et je devrais être prête à affronter sa réaction lorsqu'elle découvrirait que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elle le pensait. 2 heures après être sortie du service de la publicité foncière, j'étais devant la porte d'Isabelle, dans le quartier de Caluire-et-Cuire,
tenant fermement la pochette avec les documents qui pouvaient tout changer. Colette avait insisté pour m'accompagner et sa présence me donnait du courage. La maison d'Isabelle était moderne, avec un jardin bien entretenu et une BMW noire dans le garage. Des signes d'une vie confortable qui contrastaient avec son affirmation de besoins financiers urgents. Je sonnai et après quelques instants, elle ouvrit la porte. Son expression changea immédiatement quand elle me vit. « Marguerite, qu'est-ce que vous faites ici ? J'espère que vous n'êtes pas venue me supplier de rester dans la maison, parce que ma décision est définitive. » Ses yeux se rétrécirent en remarquant Colette à mes côtés. « Je ne suis pas venue supplier, » répondis-je, sentant une force que je ne me connaissais pas. « Je suis venue clarifier certaines choses sur la propriété que vous voulez tant vendre. » Isabelle croisa les bras, mais je perçus une ombre de nervosité sur son visage. « Puis-je entrer ?» demandai-je, et sans attendre de réponse, j'entrai dans la maison. Isabelle me suivit, clairement irritée. « Marguerite, je ne sais pas à quel jeu vous essayez de jouer, mais les documents sont clairs. La maison m'appartient maintenant. » Je m'assis sur le canapé en cuir beige du salon, ignorant son hostilité. « Isabelle, je dois vous montrer quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui au service de la publicité foncière. » J'ouvris la pochette et en sortis le testament de mon père. Ceci est le testament de mon père, Henri Dubois, fait en 1978. Il établit que cette propriété ne peut jamais être vendue ou transférée en dehors de la famille Dubois. Isabelle m'arracha le document des mains, le lisant rapidement. Je pus voir son expression passer de l'irritation à la confusion et finalement à quelque chose approchant la panique. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle. Gabriel n'a jamais rien mentionné à propos d'un testament. Colette se pencha en avant. « Eh bien, il aurait dû le mentionner car ce document est valide et enregistré. » Isabelle commença à marcher de long en large dans la pièce, clairement agitée. « Même si ce testament est réel, Gabriel a assumé toutes les responsabilités financières de la maison. Il a payé les dettes, a repris l'hypothèque. Ça doit bien signifier quelque chose. » Sa voix était plus forte maintenant, et j'entendis des pas à l'étage, probablement ses enfants réagissant à la discussion. « Ça signifie que Gabriel a été généreux et responsable, » répondis-je calmement. « Mais ça ne signifie pas qu'il pouvait vous transférer la propriété. Selon le testament de mon père, je reste la propriétaire légale. » Isabelle cessa de marcher et me fixa avec une expression qui mêlait colère et désespoir. « Vous ne comprenez pas, Marguerite. J'ai besoin de cet argent. J'ai 2 enfants à élever seule maintenant. » Gabriel m'avait promis qu'il prendrait soin de nous. Sa voix commença à trembler, et pour la première fois depuis la mort de mon fils, je vis une vulnérabilité genuine dans ses yeux. « J'ai des factures à payer, une hypothèque ici, les dépenses des enfants. »« Isabelle, » dit Colette d'une voix ferme, mais non hostile. « Personne ne remet en question vos besoins financiers. Mais cela ne change pas les faits juridiques. Gabriel a pu assumer les dettes de la maison, mais il ne pouvait pas transférer la propriété en raison du testament. » Isabelle s'assit lourdement dans un fauteuil, se cachant le visage dans les mains. « Alors qu'est-ce que ça signifie que tout l'argent que Gabriel a investi dans la maison a tout simplement disparu ?» Je me sentis mal à l'aise de la voir ainsi. Malgré tout, elle était la mère de mes petits-enfants, et Gabriel l'avait aimée. « Il n'a pas disparu, » répondis-je avec prudence. « Gabriel a sauvé la maison de la saisie, et je lui en suis éternellement reconnaissante. Mais cela ne m'oblige pas à la perdre. » Isabelle releva la tête, ses yeux rouges de larmes contenues. « Alors vous allez simplement tout garder, après tout ce que Gabriel a fait ?» Je sentis une pointe de douleur dans ma poitrine. La situation était plus complexe que je ne l'avais imaginé, et je devais trouver une solution qui honore la mémoire de mon fils. « Écoutez, Isabelle, commençai-je,
choisissant mes mots avec soin. Gabriel était mon fils, et je l'aimais profondément. Il vous aimait aussi, vous et les enfants. Je ne veux pas que vous souffriez, mais je ne peux pas non plus simplement céder ma maison et me retrouver sans nulle part où vivre. Isabelle me regarda avec attente. « Que proposez-vous » Je pris une profonde inspiration. « Nous pouvons trouver une solution. Peut-être que je pourrais vous rembourser une partie de ce que Gabriel a investi dans la maison, petit à petit. Ou peut-être pouvons-nous parvenir à un accord sur l'héritage de Gabriel qui n'implique pas la vente de la propriété. » Colette hocha la tête, approuvant ma proposition. Isabelle resta silencieuse un long moment, assimilant mes mots. « Vous feriez ça ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce. « Même après la façon dont je vous ai traité ?» Je me levai et marchai jusqu'à elle. « Isabelle, vous êtes la mère de mes petits-enfants. Gabriel vous a choisi, et cela signifie quelque chose pour moi. Je ne veux pas que nous soyons ennemis. » Elle commença à pleurer, et pour la première fois, elle parut véritablement vulnérable. Isabelle essuya ses larmes du revers de la main, essayant de retrouver son calme. « Marguerite, je dois vous demander pardon. Quand Gabriel est mort, j'ai paniqué. J'ai cru que je n'aurais pas de quoi subvenir seule aux besoins des enfants. Quand l'avocat m'a dit que la maison pouvait être vendue, j'y ai vu une solution à tous mes problèmes. Je m'assis à côté d'elle sur le canapé. Je comprends, Isabelle. La mort de Gabriel a été un choc pour nous tous. Mais nous n'avons pas besoin d'être ennemis. Nous pouvons travailler ensemble pour trouver une solution. Colette se leva. Je vais vous laisser discuter. Marguerite, vous avez mon numéro si vous avez besoin d'aide. Après le départ de Colette, Isabelle et moi restâmes assises en silence pendant quelques minutes. Finalement, elle parla. Peut-être pourrions-nous en parler calmement, trouver un moyen d'honorer ce que Gabriel a fait sans que vous perdiez votre maison. Je souris pour la première fois depuis des semaines. J'aimerais beaucoup, Isabelle. Nous sommes une famille, après tout. 3 semaines après cette conversation chez Isabelle, nous nous retrouvâmes, cette fois dans mon salon. Elle avait amené Léon et Emma, mes petits-enfants de 8 et 5 ans, qui coururent me serrer dans leurs bras dès qu'ils entrèrent. Ils m'avaient terriblement manqué depuis les funérailles de Gabriel. « Grand-mère !» cria Emma cependant à mon cou. Léon, plus réservé comme son père, me donna un câlin serré. Revoir les enfants dans la maison me procura un sentiment de normalité que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Isabelle portait une pochette de documents et semblait plus calme que la dernière fois. « J'ai parlé à un nouvel avocat, » dit-elle. « Quelqu'un spécialisé en droit de la famille et des successions. Il m'a aidé à mieux comprendre la situation. » Nous nous assîmes à la table de la cuisine pendant que les enfants jouaient dans le jardin, leur rire résonnant à travers les fenêtres ouvertes. C'était le printemps maintenant, et les rosiers de Philippe fleurissaient de nouveau, comme si la vie renaissait après le long hiver du deuil. « Marguerite, » commença Isabelle, « l'avocat m'a expliqué qu'en effet, le testament de votre père prévaut sur toute transaction ultérieure. Gabrielle pouvait assumer les responsabilités financières, mais pas transférer la propriété elle-même. » Elle ouvrit sa pochette. « Mais il m'a aussi montré quelque chose d'intéressant. Gabriel avait fait un testament de son propre chef il y a 2 ans. » Mon cœur se serra. « Un testament ?» Isabelle hocha la tête. « Oui, et Gabriel y stipule clairement qu'il voulait que vous restiez dans la maison pour le reste de votre vie. Il a également établi un fonds pour l'éducation des enfants en utilisant l'argent qu'il avait investi dans les améliorations de la propriété. » Elle me tendit une copie du document. « Il connaissait le testament de votre père, Marguerite. En fait, c'est pour cela qu'il a repris les dettes de la maison, pour la protéger, pas pour s'en approprier la propriété. »
Des larmes commencèrent à couler sur mon visage. Mon Gabriel m'avait protégée même après sa mort, sans que je le sache. Il ne m'a jamais rien dit de tout ça. Isabelle me tint la main par-dessus la table. Gabriel m'a dit un jour que cette maison était votre âme, que vous ne seriez jamais heureuse ailleurs. Il voulait s'assurer que vous ne la perdriez jamais, même si cela signifiait sacrifier ses propres économies. J'eus besoin de quelques instants pour assimiler ces informations. Alors, tout ce temps, Isabelle acquiesça. Tout ce temps, j'essayais de vendre quelque chose que Gabriel avait lutté pour préserver. J'étais exactement le contraire de ce qu'il aurait voulu. Elle semblait sincèrement désolée. L'avocat m'a expliqué que je peux réclamer la valeur des améliorations que Gabriel a faites dans la maison. Le nouveau toit, la rénovation de la cuisine, le système de chauffage. Cela serait déjà suffisant pour m'aider financièrement sans vous nuire. Je regardais par la fenêtre, voyant Léon pousser Emma sur la balançoire que Gabriel avait installée dans l'arbre il y a 2 ans. « Et ce serait suffisant pour vos besoins ?» demandai-je. Isabelle sourit tristement. « Ce serait un bon début, et je peux travailler pour le reste. »« Isabelle ?» dis-je, prenant une décision qui m'avait trotté dans la tête. « Je veux vous proposer quelque chose de différent. » Elle me regarda curieuse. « Gabriel m'a laissé cette maison, mais il voulait aussi prendre soin de vous, et je veux honorer ces 2 désirs. » Je pris une profonde inspiration. « Et si vous et les enfants veniez vivre ici avec moi ?» Isabelle resta bouche bée. « Ici? Avec vous ?» J'acquiesçai. Cette maison a 3 chambres. Il y a assez de place pour nous tous. Les enfants pourraient s'agrandir en connaissant leurs racines, et vous auriez du soutien pour les élever. Nous pouvons partager les dépenses, et vous n'auriez pas à vous soucier du loyer ou de l'hypothèque. Isabelle semblait digérer l'idée. « Mais Marguerite, vous êtes sûre? Ce serait un grand changement pour vous. » Je souris, pensant à quel point la maison avait été trop silencieuse ces derniers mois. Ce serait un bon changement. Cette maison a besoin de rire d'enfants à nouveau. Elle a besoin de vie. Je pus voir qu'Isabelle était émue par la possibilité. Léon entra en courant dans la cuisine. « Grand-mère, je peux avoir une de tes madeleines ?» Je ris, me souvenant comment Gabriel posait la même question quand il avait l'âge du garçon. « Bien sûr, mon amour. Elles sont dans la boîte bleue, comme toujours. » Tandis qu'il prenait le biscuit, Isabelle m'observait pensive. « Ce serait vraiment merveilleux pour les enfants, » murmura-t-elle. « Leur père leur manque beaucoup, et être ici, près de vous, serait comme garder Gabriel présent d'une certaine manière. » Emma entra aussi en courant, les joues rouges d'avoir joué. « Maman, je peux planter des fleurs dans le jardin de grand-mère ?» Isabelle me regarda interrogative. « Je pense que ce serait magnifique, » répondis-je. Votre grand-père Philippe adorait jardiner. Il serait heureux de savoir que vous prenez soin de ces plantes. Isabelle sourit enfin, un sourire sincère que je n'avais pas vu depuis des mois. Si vous êtes sûre, Marguerite, je pense que ce serait bon pour nous tous. Mais à une condition. Je paie la moitié de toutes les dépenses de la maison. Je ne veux pas être un fardeau. Je tendis ma main. C'est un accord. 2 mois plus tard, la maison était de nouveau vibrante. Isabelle avait vendu sa maison à Caluire et Cuire et avait emménagé ici avec les enfants. Léon avait choisi la chambre qui était celle de Gabriel quand il était adolescent, et Emma avait la chambre d'amis que nous avions décorée avec du papier peint, rose clair et des autocollants de papillons. Isabelle avait pris la chambre principale à l'étage que je n'avais pas utilisée depuis des années. L'adaptation fut plus facile que je ne l'avais imaginé. Isabelle était organisée et respectueuse, et les enfants avaient apporté une énergie qui me manquait sans que je le sache. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble dans la cuisine. Emma m'aidait à prendre soin du jardin, plantant des tulipes là où son père avait l'habitude de jouer. Léon m'apprit à utiliser la tablette que Gabriel m'avait donnée.
me montrant d'anciennes photos que nous avions trouvées sur son ordinateur. Gabriel serait fier, pensais-je, en voyant sa famille réunie à nouveau. La maison n'était plus seulement la mienne, elle était la nôtre. Et pour la première fois depuis que j'avais perdu mon fils, je me sentais vraiment chez moi, à nouveau, entourée par l'amour et le souvenir de Gabriel vivant à travers ses enfants.